Donc, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui dans notre dernier midi de la saison et de l'année 2020-2021. Et avant de commencer, on va juste vous dire qui sont les midis, qu'est-ce que les midis, comment c'est né les midis de l'immigration. Et en fait, c'est l'idée originale des midis de l'immigration, c'est une idée de deux postdoctorantes qui étaient à l'INRS avec professeur Annick Germain. C'est Marie-Jeanne Blaine et Gabrielle Dizélé qui sont toutes les deux aujourd'hui occupées ailleurs. Mais à l'époque, c'était une initiative pour l'INRS pour en fait remplir un certain manque d'espace d'échange sur les questions de l'immigration à l'INRS. Euh, Ça a été une initiative étudiante et ça l'est toujours supportée et appuyée par le professeur Annick Germain. Aujourd'hui, le comité est plus composé d'étudiantes et d'étudiants de l'INRS et de l'UQAM en maîtrise et en doctorat. Je nommerai Anna Codette, Mathilde Manor-Hasna, Catherine Paquette, Jean Laroche, Charline Godard et moi-même, Islam Benjaboula. Euh, Aujourd'hui, en fait, on est vraiment très heureux de dire qu'en fait, on grandit, non pas seulement au Québec, mais au Canada et ailleurs dans le monde. Et aujourd'hui, on fait plus de conférences seulement, mais on produit aussi des comptes rendus à chaque fois, après chaque conférence, qui sont publiés et hébergés dans le site de notre partenaire VRM. Donc, si vous voulez voir les comptes rendus de nos anciennes conférences, vous pouvez juste aller faire un tour sur le site web de VRM, vrm.ca. Et vous trouvez aussi en même temps un autre produit qu'on produit à chaque fois après les conférences, sont les podcasts qui sont en lien direct avec les thèmes de chaque conférence. Maintenant, en fait, on invite des étudiants qui travaillent sur ces questions-là et on fait des podcasts de 15 minutes jusqu'à 20 minutes avec eux pour, en fait, s'élargir un peu dans le sujet. Nous sommes aussi supportés par l'équipe de recherche sur l'immigration dans le Québec et ailleurs, ERICA, et aussi les services des études supérieures et doctorales de l'INRS. Donc, voilà en bref ce que c'est que l'unité de l'immigration. Merci Islem. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'immigration et de l'art avec comme invitée Caroline Marcoux-Gendron qui termine un doctorat en études urbaines à l'INRS sous la direction de Guy Bellavance et la codirection du musicologue Michel Duchesneau. Donc parce que Caroline a aussi un parcours en tant qu'ethnomusicologue. J'espère qu'on aura la chance disons, d'avoir cette couleur-là dans notre conférence aujourd'hui. Et elle finit donc sa thèse qui traitait du rapport à la musique des personnes immigrantes d'origine maghrébine à Montréal. Elle a aussi mené des travaux sur la thématique des carrières musicales en migration et des festivals de musique du monde. Actuellement, elle est coordonnatrice générale et scientifique de l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique à l'Université de Montréal. Et elle était précédemment coordonnatrice de l'ensemble musical Constantinople et chargée de projets au Centre des musiciens du monde. Donc, Caroline a vraiment une riche expérience sur la question musicale qui vont être très éclairantes pour la thématique d'aujourd'hui qui va très certainement porter plus spécifiquement sur les questions de musique et immigration parce que art étant un sujet très, très vaste. Ensuite, grâce à la pandémie, il y a des aspects positifs à tout ça et à l'aspect au côté virtuel de notre conférence aujourd'hui. On accueille un chercheur de l'Université de Liège, j'ai nommé Marco Martiniello, qui est Bonjour. directeur de recherche au Fonds national de la recherche scientifique et directeur du Centre d'études de l'ethnicité et des migrations à l'Université de Liège. Il enseigne la sociologie des migrations, des relations interethniques dans cette université. Il est aussi directeur de l'Institut de recherche en sciences sociales de la Faculté des sciences sociales de l'Université de Liège. Il est membre du Board of Directors du plus grand réseau européen d'études des migrations internationales qui regroupe 60 universités. Et il a été président du comité de recherche sociologie des migrations de l'Association internationale de sociologie jusqu'en 2014. Ses travaux relèvent de la sociologie politique. Ils portent sur les relations entre les arts, la culture, le sport, l'immigration et les minorités ethnicisées et racisées. Donc une expérience très riche et très vaste, internationale aussi. Donc nous allons avoir aussi un regard européen grâce à la participation de Marco Martiniello aujourd'hui. Avant de donner la parole à Jeanne qui va animer ce panel, je voudrais préciser qu'aujourd'hui, nous ne faisons pas une conférence telle que nous en avons l'habitude, mais nous testons une formule panel
où nous avons, Jeanne et moi, en collaboration avec nos invités, préparé des questions pour avoir vraiment une discussion avec nos invités qui va durer environ 20 minutes et ensuite vous aurez la parole pour poser vos questions. Avant ça, je vous demanderai de bien garder vos micros fermés et dans la mesure du possible, vos caméras ouvertes pour qu'on puisse avoir vraiment le sentiment d'une assemblée dynamique et présente avec nous aujourd'hui. Je vous remercie et bonne conférence. Merci Mathilde et merci à M. Martiniello et Mme Marcoux-Gendron pour cette présence. Donc, comme Mathilde l'a rappelé, nous gardons bien les micros fermés. Puis, pour vous indiquer, la conférence, bien, en fait, le panel est en cours d'enregistrement. Donc, si vous préférez ne pas avoir votre caméra ouverte par souci de confidentialité, il n'y a aucun problème. L'enregistrement ne sera pas diffusé par la suite. Par contre, il ne servira qu'à produire un compte-rendu de ce midi qui sera accessible sur le site de VRM. Il y a le lien dans le chat à côté. Pour vous expliquer un peu le fonctionnement, donc ça va être une discussion conviviale, informelle, jusqu'à 13h25, 13h30 environ. Puis par la suite, nous ouvrirons la période de questions. Donc, vous pourrez poser votre question via le chat à droite, qui est sous le bouton « Converser ». Puis nous allons prendre quelques questions en bloc, ou vous pourrez également lever la petite main bleue sous l'onglet « Participants ». Donc, je rappellerai les consignes à ce moment. Donc, on peut tout de suite entamer la discussion. Allons-y avec quelque chose d'assez large pour l'instant, qui est de comprendre en fait pourquoi croiser sociologie de la culture, sociologie de l'immigration. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tous les deux, vous identifiez en fait le croisement de la sociologie culturelle, de la sociologie de la migration comme étant un domaine de recherche qui a été longtemps négligé, pour reprendre vos termes, M. Martiniello. Et Caroline Marcoux-Gendron, vous discutez dans vos textes du fait que les enjeux de l'immigration sur les plans culturels et artistiques ont été moins explorés à ce jour. Donc, selon vous, pourquoi l'angle des pratiques artistiques et culturelles demeure-t-il pertinent pour mieux comprendre les expériences migratoires? Et pourriez-vous nous donner quelques exemples concrets ici de vos plus récents travaux? Je peux me lancer. Donc, voilà, vous l'avez bien mis d'entrée de jeu. Ça reste important de remettre en perspective aussi cette idée, en fait, qu'on a moins considéré les pratiques artistiques et culturelles du point de vue de la sociologie de l'immigration, vraiment, parce que ce croisement quand même entre art, culture et immigration, il a aussi été exploré dans d'autres disciplines que j'ai vues dans d'autres disciplines dans lesquelles j'ai travaillé précédemment, l'ethnomusicologie, l'anthropologie et autres, mais c'est sûr que c'est des focus différents qu'on offre avec ces disciplines. Mais d'un point de vue plus proprement sociologique sur la question des phénomènes migratoires, il y a plusieurs raisons qui motiveraient cet intérêt à tenir davantage compte des pratiques artistiques et culturelles, à commencer, je dirais, par le fait que l'expérience de la migration, c'est une expérience qui est multidimensionnelle. Pour des individus qui migrent, ça a des implications sociales, familiales, professionnelles, économiques, et c'est un réflexe qui est tout à fait compréhensible de penser d'emblée aux besoins que sont, par exemple, se loger, se nourrir, trouver un emploi, des besoins fondamentaux, matériels dans certains cas, mais pour bien comprendre cette expérience-là, on ne peut pas faire longtemps abstraction de tous les besoins et de la dimension plus symbolique aussi de cette expérience-là. Parce qu'à moyen long terme, même la personne qui sait trouver un excellent emploi, qui n'a aucun souci d'argent ou autre, qui est bien installée matériellement parlant, si elle a développé, par exemple, aucun sentiment d'appartenance à l'endroit où elle se trouve, aucun lien d'attachement, par exemple, à travers des relations sociales significatives, il se pourrait que cette expérience-là ne soit pas vécue pour autant comme quelque chose de particulièrement épanouissant. Et à ce compte-là, les arts et la culture, c'est une voie d'accès privilégiée à tous ces aspects qui relèvent à la fois du sensible, de l'émotionnel, voire parfois de l'invisible et même de l'indicible. Et pour amener ça au projet de thèse que je termine tout juste et qui est vraiment le principal projet à partir duquel je vais m'exprimer aujourd'hui. Donc, je me suis, parce que ça a occupé les 6 dernières années de ma vie, là, donc c'est vraiment mon focus actuel, mais je me suis intéressée, comme il a été dit d'entrée de jeu, au rapport à la musique de personnes immigrantes d'origine maghrébine qui vivent à Montréal, donc des gens nés au Maroc, en Algérie ou en Tunisie.
avec qui je me suis notamment entretenue dans le cadre d'entretiens semi-dirigés avec plusieurs dizaines de personnes. Et je leur demandais alors de me raconter leur parcours de vie, de leur enfance dans le pays d'origine jusqu'à aujourd'hui à Montréal, en parlant des musiques qu'ils et elles avaient écoutées et des activités liées à la musique qu'ils et elles avaient eues. Ce qui était a priori une discussion assez voilà, légère, qui pouvait avoir l'air même un peu ludique, mais qui n'a pas pour autant empêché, bien au contraire, d'aborder rapidement des questions plus délicates, plus sensibles de cette expérience migratoire qui vont, par exemple, des questions de sentiment d'appartenance que je nommais un peu plus tôt, en passant par des situations où ces gens s'étaient sentis, par exemple, accueillis ou au contraire peut-être un peu plus stigmatisés, des réflexions qui portaient aussi sur leur positionnement identitaire dans ce contexte montréalais où ils se retrouvaient en situation minoritaire, des situations de déclassement qu'elles avaient pu vivre sur les plans professionnels, mais aussi sur les plans culturels, en fait, et j'en passe. Et plus encore, je dirais, je proposais aux gens qui le voulaient bien d'apporter de la musique avec eux lors de cet entretien pour qu'on en écoute ensemble. Et parfois, c'est les réactions même à cette musique qui... une réaction valait 1000 mots, en quelque sorte. On voyait, en fait, à travers ce rapport très, très concret, très sensible à la musique, combien elle pouvait être porteuse de souvenirs, d'émotions très, très fortes liées à des différents moments, différentes épreuves même de cette vie en migration pour ces gens. Bon, après les arts et la culture, c'est aussi à la jonction de l'intime et du personnel d'une part, et du collectif et du social de l'autre. Là encore, à travers de tels entretiens, c'était à la fois des témoignages très, très personnels parce que, bon, personne n'avait écouté, par exemple, les mêmes musiques, n'associait les mêmes souvenirs, les mêmes expériences et les mêmes significations à ces musiques, mais on se tournait rapidement, en fait, vers le social, vers l'autre, parce que chacune de ces musiques rattachait à des gens, à des lieux, à des espaces vécus, provoquait des phénomènes à la fois d'identification aux gens qui partageaient ces référents-là, mais aussi des fois de distanciation vis-à-vis des gens qui n'avaient pas d'intérêt pour ces musiques. Et en ça, en fait, plus largement, les arts et la culture, je dirais que ça permet de toucher à ces questions de dynamique à la fois intragroupe et intergroupe, ces relations interculturelles et interethniques à laquelle s'intéresse la sociologie de l'immigration. En fait, les arts et la culture, c'est un catalyseur pour moi de phénomènes relationnels. Ça permet souvent, sans non plus tomber dans un côté fleur bleue de tout ça, mais ça permet souvent de transcender toutes sortes de différences, qu'elles soient sociales, culturelles, ethniques, linguistiques. Et peut-être je terminerai rapidement là, sur une petite note réflexive par rapport à ça, qui me permettra de me positionner aussi par rapport au sujet que j'ai abordé, parce que c'est important de dire la position à partir de laquelle on observe et on interprète les phénomènes. Je suis pour ma part donc née au Québec, de parents d'une famille sur plusieurs générations née ici, donc je n'ai pas moi-même vécu l'expérience de l'immigration. J'ai connu donc le Maghreb à travers des gens que j'ai côtoyés à l'âge adulte dans des contextes amicaux, professionnels ou autres, mais donc je me suis quand même posé la question au début de ce projet de recherche sur à quel point ces gens allaient accepter de s'ouvrir, de parler de cette expérience d'immigration, sachant qu'on n'avait pas en commun cette expérience, qu'on n'avait ni non plus en commun l'origine géoculturelle, par exemple, qu'on n'avait pas non plus la même langue maternelle dans certains cas, la même religion ou autre. Mais au final, il y a eu quand même cette connexion et cette confiance qui a pu être développée, et je pense que c'est en grande partie grâce à la musique, justement, qui nous permettait de dialoguer, d'échanger, d'apprendre à se connaître et d'en apprendre aussi mutuellement les uns sur les autres. Donc voilà, je m'arrête ici. Ben voilà, j'ai plus rien à dire. Non, pour ma part, en fait, moi, je viens à l'origine de la sociologie politique. Caroline vient de parler de sociologie de l'immigration et de sociologie des relations interethniques. C'est aussi peut-être qu'une différence est parfois établie entre les deux. En tout cas, ici en Europe, souvent, les personnes qui travaillent sur les déplacements de population et les personnes qui travaillent sur ce qui se passe après, souvent ne sont pas très sur la même longueur d'onde et ne se parlent pas très souvent. Pour ma part, justement, j'ai essayé de le faire. Et donc, moi, je me situe à un carrefour qui est encore plus compliqué que celui que vous disiez. Donc, il y a sociologie politique, sociologie des migrations, sociologie des relations interethniques et sociologie culturelle. Alors, pourquoi est-ce que ce carrefour a été très peu fréquenté pendant des décennies, en tout cas en Europe? Je pense que jusqu'il n'y a pas longtemps, et on vit peut-être encore en partie, en tout cas certains acteurs sociaux, dans cette conception-là, de l'immigration comme un phénomène essentiellement démographique. Et donc, c'est dû aux conditions qui ont présidé
aux arrivées de migrants après la Deuxième Guerre mondiale en Europe, c'était une main-d'œuvre d'appoint dont l'économie avait besoin à un moment donné pour une relance. Et donc, finalement, les migrants, et je parle des migrants ici au masculin, puisque pendant des décennies, on a exclu les femmes des débats sur les migrations. Et donc, les migrants étaient perçus comme des travailleurs, comme des bras. Et on se souvient notamment de Frisch en Suisse qui disait on a fait venir des bras et on s'est rendu compte que ce sont des hommes qui sont venus. Donc, pendant tout un temps, les migrants étaient perçus comme un facteur de production. Et donc, un facteur de production, par définition, ben, ça n'a pas une vie intellectuelle. Donc, c'est ça un élément qui explique cette occultation des autres dimensions que les dimensions économiques. Un deuxième élément, c'est qu'il y avait quand même une espèce de sentiment de supériorité dans les pays d'accueil. Donc, les migrants qu'on faisait venir étaient supposés venir de pays moins développés, et c'était les moins développés des pays moins développés qui arrivaient dans le nord de l'Europe. Et donc, quelque part, il y avait cette image de l'immigré inculte, donc au sens propre, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de culture, ou en tout cas, lorsqu'il en avait une, c'était une culture rétrograde, dépassée, prémoderne. Et donc, deuxième élément qui explique un peu ce silence sur ces questions-là. Et troisième élément, c'est que finalement, et encore aujourd'hui, on le voit, tout ce qui relève du culturel et de l'artistique est un peu considéré comme accessoire, secondaire, voire trivial. Et donc, dans les débats, notamment sur les politiques publiques, cette question a été abordée, mais de manière relativement instrumentale, en fait, lorsqu'elle était abordée. Et donc, moi, pourquoi est-ce que je pense aujourd'hui qu'il faut insister sur les dimensions symboliques, sur la culture, sur l'art, pour essayer de comprendre les expériences migratoires, parce que je pense qu'il y a 4 points principaux qui permettent d'appréhender l'importance de ces questions. Le premier, c'est que c'est selon moi un moyen de réhumaniser les migrantes et les migrants, qui encore aujourd'hui dans le débat européen, on parle de statistiques, on parle de chiffres, mais on oublie totalement ou partiellement qu'on est en train de parler d'êtres humains. Et donc, la culture, c'est ce qui caractérise quand même l'humanité. Et donc, en parler, c'est redonner une dimension humaine aux expériences migratoires. Deuxièmement, mais comme le disait Caroline, l'expérience migratoire met en jeu la complexité de la vie, en fait. Et donc, on ne peut pas réduire l'expérience migrante à un volet économique. Il est clair qu'il faut prendre en compte toutes les dimensions de l'expérience migratoire et son impact à la fois sur les institutions des pays dits de départ et sur les institutions des pays dits d'arrivée. L'immigration, c'est un fait social total, pour reprendre la vieille expression de Marcel Mauss, et il faut prendre en compte toutes ces dimensions. Troisième élément, c'est que les expressions artistiques et culturelles, je pense, permettent d'exister, de visibiliser la présence. Donc j'ai écrit un petit article, finalement je pense que le titre avait été modifié, mais c'était sur les pratiques artistiques des migrants, et le titre était l'art d'exister, l'art pour exister. Donc je pense qu'à travers différentes formes artistiques, les migrantes et les migrants peuvent parfois trouver un moyen d'expression, un moyen de se faire entendre, un moyen de se faire voir. Et là, je repense à une citation d'un film, je ne sais pas s'il est sorti au Québec, un film sur l'immigration italienne en Belgique. C'est en fait à partir de l'autobiographie d'un chanteur d'origine calabraise qui est arrivé enfant en Belgique après la Deuxième Guerre mondiale. Il est devenu une star de la chanson populaire en Flandre. Il s'appelle Rocco Granata. C'est la personne qui a écrit et popularisé cette chanson Marina, 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 traduite en combien 60 langues, je pense. Et dans le film, Rocco Granata, enfant, lorsqu'il commence à jouer dans les bars de l'accordéon, il dit à sa maman qui s'oppose à ce projet, il dit « Mais maman, ici les gens ne nous voient pas, ne nous regardent pas. Mais lorsque je suis sur la scène, les gens me voient, les gens m'entendent. »
je trouve que ça symbolise très bien l'importance des expressions artistiques. Et quatrième point, c'est que à travers les arts, on peut jeter un autre regard sur l'inclusion, l'intégration et ce genre de choses. J'aime pas tellement le terme intégration, je le combats depuis 30 ans, mais il est toujours là, il est résistant, il est comme le virus. Et donc, je pense qu'à travers les arts, on peut peut-être mieux illustrer l'ensemble des contributions qui peuvent être faites par les migrants à la vie culturelle des pays et des villes dans lesquels ils résident. Et donc, moi, je pense que c'est aussi une question de justice, reconnaître l'importance de la culture dans la vie des migrants. Et là, je pourrais prendre plein d'exemples de mes recherches récentes, mais je voudrais prendre un exemple personnel parce que je l'ai vécu. Donc, je suis né en Belgique de parents originaires du sud de l'Italie. Je suis le seul de ma famille à être né en Belgique. Et je me souviens très bien, lorsque j'avais 7-8 ans, le dimanche, on allait rendre visite à la famille dans un autre village. Il fallait prendre le train. Et le reste de ma famille habitait dans les cités minières qu'on appelle les corons. C'était des toutes petites maisons avec des cours. Et en fait, c'était un peu un village. Le village de mes parents avait été transplanté là-bas. Et lorsque le dimanche, les familles se réunissaient, qu'est-ce qu'on faisait? On mangeait, on buvait, on chantait, on jouait de la musique. Il y avait toujours quelqu'un qui jouait de la musique. Et les chansons étaient transmises comme ça. Et j'ai encore ces chansons en tête. Et donc, ça passait inaperçu dans la société. Personne ne connaissait, ne savait ce qui se passait dans ces corons le dimanche. Nous, on le savait. Et pour moi, c'est une forme aussi de participation et d'expression artistique. D'ailleurs, mon cousin est devenu champion d'Europe d'accordéon à un moment donné. Et là, il a été un peu reconnu. Donc, je pense que c'est vraiment un enjeu extrêmement important qui maintenant a été saisi par de nombreux chercheurs de différentes disciplines, et c'est bien comme ça, et j'espère que ça va continuer à se développer. Voilà. Merci d'avoir aussi bien mis la table pour mieux comprendre en fait pourquoi c'est important de se réunir autour de ces questions. Puis là, j'ai déjà l'impression qu'il nous faudrait plus de 1h30 pour discuter de tout cela. On va tout de suite plonger en fait dans les enjeux méthodologiques. Donc, c'est sûr que ce croisement de domaines, d'objets d'études nécessite un travail en interdisciplinarité. Quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés dans vos travaux et quels outils conceptuels et méthodologiques avez-vous mobilisés pour les relever? Donc, je pense entre autres à Caroline qui est en études urbaines justement, qui a fait usage de différentes techniques. Ben, en fait, effectivement, ce croisement de branches de la sociologie, en quelque sorte, l'idée pour moi, c'était vraiment de faire dialoguer autant que possible sociologie de la culture, sociologie de l'immigration dans un contexte d'études urbaines avec un parcours, comme vous l'avez dit, qui venait plus de la musicologie, de l'ethnomusicologie. Donc, la table était mise pour l'interdisciplinarité, certainement, mais il y avait ce défi de trouver un équilibre, en fait, dans ces outils conceptuels et méthodologiques qui allaient être mobilisés. Parce qu'en fait, le projet de thèse que j'ai mené, je voulais le faire donc un peu en 2 volets, en 2 temps, c'est-à-dire que d'abord, il s'agissait pour moi de rendre compte le plus finement possible du rapport à la musique de ces personnes. Et à ce compte-là, c'est important de préciser que je m'intéressais à tous les types de musique que ces gens pouvaient écouter, comme à toutes les activités liées à la musique qu'elles pouvaient avoir. Que ces personnes soient des adeptes de musique arabo-andalouse, de raï et de shahabi, qui sont des musiques propres au Maghreb, ou qu'elles écoutent de la pop, de la musique funk, de la variété française et j'en passe. Parce qu'en fait, on a quand même un corpus d'études déjà conséquent qui documente le rapport de personnes en situation d'immigration à la musique de leur pays d'origine. Je pense entre autres à l'ethnomusicologie qui s'est beaucoup intéressée déjà à ces questions-là. Or, on a moins considéré à ce jour, sous la lunette, par exemple, de la sociologie de la culture, le possible omnivorisme ou cosmopolitisme, pour reprendre des termes de cette discipline, de ces personnes en situation immigrante et en situation aussi minoritaire, là où elles vivent. Et donc, pour moi, il s'agissait d'abord de tracer ce portrait aussi complet que possible de l'univers musical de ces gens-là, qui pouvaient combiner toutes sortes de répertoires pour toutes sortes de raisons. Et partant de ça, je voulais voir ensuite comment le rapport à la musique nourrissait un rapport au monde social.
Et donc là, des considérations qui touchaient plus à comment ces musiques alimentent des sociabilités urbaines, alimentent des rapports et des relations interculturelles et interethniques, où là, vraiment, je tombais davantage dans des considérations propres à la sociologie de l'immigration, voire même la sociologie urbaine. Et donc, toute cette démarche, quand même, somme toute assez exploratoire, ben, sur le plan méthodologique, elle s'est transposée aussi par toutes sortes d'outils, en fait, méthodologiques pour une démarche finalement très ethnographique, très bottom-up, vraiment par le bas, je dirais, qui combinait à la fois beaucoup d'entretiens que je nommais plus tôt, mais aussi énormément de séances d'observation dans des contextes musicaux collectifs à Montréal. À quoi aussi j'ai ajouté, pour les personnes qui le désiraient bien, ce que j'ai appelé une sortie musicale accompagnée, qui est en fait une adaptation du go-along qu'on utilise en études urbaines, qui est cette ethnographie en mouvement où, en fait, je faisais une activité musicale avec les gens, où je les suivais dans cet événement pour continuer à discuter de musique de manière plus informelle, mais aussi les observer dans un contexte musical. Et en fait, l'objectif de toute cette démarche, de tous ces outils méthodologiques-là, c'était vraiment pour laisser émerger à la fois toutes les musiques écoutées par ces personnes, mais aussi toutes les formes d'activités, de contextes où il y avait de la musique dans leur vie. Toutes ces pratiques culturelles, entre guillemets, liées à la musique qu'avaient ces gens, sans préjuger d'emblée de ce qu'elles pouvaient écouter, de ce qu'elles pouvaient aimer ou autre. Puis en fait, j'ai utilisé les guillemets pour pratique culturelle parce qu'on utilise beaucoup l'expression dans ce midi, mais ça reste une notion qu'on doit manipuler avec beaucoup d'adresse dans un contexte d'enquête, parce qu'il y a déjà donc beaucoup d'études critiques qui ont documenté le fait que c'est une notion qui est quand même porteuse d'une vision souvent normative de ce que sont les arts et la culture et de ce que sont les pratiques qui devraient leur être liées. Il y a des enquêtes en sociologie de la culture qui ont eu tendance à invisibiliser certains profils de pratique, certains profils de goût, parce qu'il y avait une définition déjà un peu posée de ce que devait être une pratique culturelle ou une pratique artistique. Et donc, on a échappé, en fait, certaines pratiques dans certaines de ces enquêtes, ou même plus encore, on s'est rendu compte qu'il y a des gens à qui on posait des questions et qui s'auto-censuraient parce qu'ils avaient l'impression que certaines de leurs activités n'étaient pas assez légitimes pour être dit une pratique culturelle. Donc, cette approche de terrain que j'ai adoptée, c'était vraiment pour essayer de relever toutes les occurrences de la musique dans la vie de ces gens-là, des fois des contextes qu'ils n'auraient même pas d'emblée peut-être osé dire si j'avais nommé quelles sont vos pratiques culturelles liées à la musique, par exemple, des contextes aussi où même moi, que je n'avais pas vu venir, que je n'avais pas anticipé. Je terminerai sur un petit exemple là-dessus. Quand je demandais justement aux gens, en fait, je ne disais pas quelles sont vos pratiques culturelles, je demandais quels sont les contextes collectifs et sociaux où il y avait beaucoup de musique dans votre vie, notamment au pays d'origine. Une réponse spontanée que 41 personnes sur 45 m'ont donné, c'est les mariages. Et je n'aurais pas pensé parler nécessairement des mariages qui sont par contre partie intégrante de la vie familiale, collective et autres, et où la musique, elle est partie intégrante au Maghreb. C'est le contexte, je pense, de socialisation à la musique par excellence pour beaucoup de gens avec qui je me suis entretenue. Donc voilà, je pourrais continuer encore longtemps parce que la méthodologie, ça me passionne tout particulièrement, mais on a plein d'autres questions à venir aussi, donc je m'arrête ici. Je partage largement cette approche méthodologique. Moi aussi, j'accorde beaucoup d'importance au travail de terrain. C'est un peu notre philosophie au CEDEM, c'est d'essayer de produire des recherches qui tiennent la route au niveau théorique, mais qui sont vraiment ancrées dans un travail de terrain et aussi qui s'accompagnent d'un engagement citoyen. Donc, c'est les trois dimensions. Mais avant de développer un peu ça, on parle de multidisciplinarité, d'interdisciplinarité. Moi, j'aime parfois parler de transdisciplinarité. Ce qui me paraît important de faire, c'est de sortir de sa zone de confort disciplinaire. Et donc, il ne s'agit pas de juxtaposer une approche musicologique et une approche sociologique, mais d'entrer vraiment, de se mettre en difficulté. Et donc, j'ai notamment écrit un article avec une ethnomusicologue que Caroline connaît, d'ailleurs, Hélène. Et en fait, elle s'est décentrée aussi, puisqu'elle est sortie de son cocon disciplinaire, et moi aussi. Et c'est là que nous nous sommes rencontrés. Et ça, je trouve que c'est vraiment important pour travailler sur ces thématiques-là. Donc, une collaboration plus étroite que simplement une juxtaposition entre disciplines où, comme souvent, on prétend le faire, mais parfois on ne le fait pas. On prétend le faire, mais on ne le fait pas. Alors, en termes de difficulté, parce que faire du travail de terrain, c'est toujours difficile. Moi, j'ai commencé les projets en travaillant sur la musique comme forme d'expression politique, en me centrant surtout sur les jeunes,
qu'on appelait encore il n'y a pas longtemps la deuxième génération, une autre expression que j'aime pas tellement. Soit. Et donc, voilà, il y avait des défis. D'abord, moi, je n'avais pas choisi non plus un style de musique en particulier. Je suis allé voir dans différents contextes ce qui avait du sens. Et donc, je suis tombé sur toutes les disciplines du hip-hop, évidemment. Alors voilà, vous voyez venir le problème. Moi, à l'époque, j'avais une cinquantaine d'années, j'ai 60 ans maintenant. Donc voilà un vieil homme blanc, certes d'origine immigrée, mais vieil homme blanc quand même, prof d'UNIF, qui entre dans le monde du hip-hop. Alors, ce n'est pas gagné d'avance, mais en fait, ça a été très facile. Ça a été très facile, pourquoi? Parce que je suis resté moi-même, en fait. Je n'ai pas changé mes vêtements, je n'ai pas changé ma manière de parler, j'ai expliqué le plus clairement possible ce que je voulais faire, et je n'ai pas joué avec eux, je n'ai pas fait le yo-yo, here I am, non, je ne suis pas du quartier, je suis qui je suis, voilà. Et un climat de confiance qui a débouché avec plusieurs de ces personnes en une relation d'amitié maintenant. C'est développé, qui n'était peut-être pas tout à fait escompté à l'avance. Donc je crois que c'est important toujours quand on fait du terrain de rester soi-même, de ne pas jouer avec les gens. Et donc, une manière d'aller plus loin dans cette perspective, c'est comme on l'a fait, qu'on continue de le faire, c'est de réfléchir à des formes de co-création du savoir et de réfléchir à des formes multiples de partenariat. Et donc, par exemple, depuis que j'ai commencé à travailler sur ces questions, la plupart des événements qu'on organise, il y a une place active pour des personnes qui ne sont pas du milieu universitaire, qui sont soit des artistes, soit des opérateurs, soit des gens du terrain. Mais ils ne sont pas là comme des bêtes curieuses qu'on vient étudier dans un colloque. Ils participent activement au même titre que les autres. Même chose, le processus de co-création, c'est très important, notamment lorsqu'on fait des entretiens collectifs, des analyses en groupe, où chacun ou chacune est présent avec sa propre expertise et on essaye de comprendre ensemble, d'analyser une situation ensemble à partir de nos outils. Chacun a sa boîte à outils et on essaye de procéder de cette manière-là. Et jusqu'à présent, je dois dire que non seulement ça me paraît opportun au niveau scientifique, mais c'est très agréable et très enrichissant au point de vue humain. Donc j'ai vraiment l'impression de faire une science sociale très humaine, quoi. Ça m'a donné l'occasion de me retrouver dans des situations où jamais je n'aurais pensé que je me retrouverais, à cause de ces méthodes. Alors je citerai deux exemples. J'ai aussi travaillé sur Naples, c'est une région que j'aime beaucoup, que je connais bien. Je travaillais sur le rôle de la musique dans les transformations de l'identité napolitaine. Et la migration a une place importante à Naples, migration séculaire. Et donc, un jour, je contacte un des grands chanteurs napolitains, très populaire dans toutes les classes d'âge, pour lui expliquer mon projet. Ça se passe très, très mal. Il me répond en disant, moi j'en ai marre de ces gens qui viennent du Nord, qui viennent nous emmerder et parler mal de notre ville. Je lui explique d'où je viens, ce que je fais, que la situation n'est pas exactement comme il l'a décrit. Donc il dit, OK, je suis d'accord de te rencontrer, je viendrai avec mon garde du corps. Il dit, OK, ben moi je viendrai tout seul. Et on va discuter. Et on s'est rencontrés, on a commencé à discuter, et le courant est passé très très vite. Et pendant qu'on discutait, donc c'était un entretien sur une des places très populaires de Naples où beaucoup de jeunes se rassemblent, et j'entendais à quelques mètres de nous, j'entendais des jeunes qui chantaient une des chansons de la personne avec qui je parlais. Et au bout de quelques minutes, ce jeune homme arrive avec sa guitare et il dit, Maître, est-ce que vous permettez que je vous chante une de vos chansons? Et il commence à chanter la chanson, et puis en 5 minutes, il y avait 12 personnes autour de la table. Et donc, un entretien individuel, en quelques minutes, s'est transformé en un entretien collectif.
extrêmement riche, beaucoup plus riche que ce que je ne pouvais imaginer. Donc ça, c'est une expérience qui, à la fois, donne beaucoup de données inattendues et est très riche d'un point de vue humain. Donc ces gens, je suis resté en contact avec eux par la suite. Deuxième exemple, j'avais eu vent d'un groupe de rap à Liège qui avait été épinglé pour des propos islamistes, d'encouragement du terrorisme, etc. Et je me dis, tiens, je vais contacter ces jeunes, voir ce qu'il en est. Je les ai contactés, je les ai invités à venir me voir à l'université. On a fait une réunion, ils sont venus. On a une réunion dans le cadre universitaire et au bout d'un certain temps, on a trouvé un accord. Ils ont dit, ben, l'accord c'était qu'eux lisent 2 de mes articles et qu'à la prochaine réunion, ça se passe chez eux et que j'écrive moi un rap pour eux. Donc je me suis retrouvé un jour dans un studio, un petit studio de banlieue, où ces jeunes ont fait un rap à partir des 2 articles qu'ils avaient lus de moi. Alors, vous voyez toute la richesse et toute la complexité du phénomène. Mais à nouveau, je trouve que ça montre qu'il faut non seulement être imaginatif dans le développement méthodologique, mais aussi flexible et se mettre en difficulté. Je ne vous dis pas à quel point ils ont rigolé quand ils ont lu mon rap, évidemment, parce que c'était nul, c'était très nul, mais bon, j'avais quand même fait mon exercice. Donc voilà quelques exemples qui montrent ce qu'on entend par co-création, par partenariat. Et j'ai fait ça en Belgique, j'ai fait ça dans d'autres pays, notamment il y a 5 ans, quand j'étais à New York. J'ai organisé un colloque là dans un centre culturel du Bronx, où j'ai fait venir des artistes de Liège. Il y avait des chercheurs, des artistes du Bronx et des chercheurs, des artistes de Belgique, et tout le monde était là finalement pour échanger des expériences au sujet de l'importance de la musique, en l'occurrence, là aussi, dans l'expérience de cette, entre guillemets, seconde génération. Voilà. Merci. Merci pour ces exemples. Donc, c'est bien noté. Si on a un peu de temps avant la fin, on fera un petit rap battle. Donc, comme vous le savez, probablement, en fait, les Midis de l'immigration, on a un pied bien ancré en études urbaines. Donc, je vais vous poser quelques questions en rafale sur le lien justement entre pratique culturelle et sociabilité urbaine. Donc, justement, quelle relation vous établissez entre les pratiques artistiques et culturelles et les sociabilités urbaines ou les socialisations dans l'espace urbain des personnes immigrantes? Qu'est-ce que ces pratiques-là, en fait, révèlent sur les manières de s'approprier l'espace urbain pour les personnes migrantes? Puis, est-ce que, dans le fond, dans vos recherches, l'étude des pratiques culturelles ou artistiques de personnes immigrantes, est-ce que ça a permis de jeter un nouvel éclairage sur certaines compréhensions de dynamiques d'appartenance identitaire ou spatiale propres à l'expérience de l'immigration? Ouf, une grande question. Combien de temps on a encore? Mais en fait, j'aimerais en fait recadrer un peu peut-être la réponse d'abord sur une chose qui est dite en études urbaines depuis les fondements des études urbaines, en fait, où on a constaté en général dans les villes cette relative indifférence en fait des citadins les uns vis-à-vis des autres, parce que la ville, c'est un lieu de surcharge d'informations, surcharge de mouvements et autres. Donc, chacun et chacune, on vit nos trucs dans notre petite bulle sans forcément interagir avec tout un chacun qu'on croise sur notre route, puisque ce serait tout simplement impossible. Mais en fait, avec les arts, la culture, bon, la lunette de la musique plus précisément, là, toujours en ce qui me concerne, pour mon projet de thèse, j'ai pu observer en fait combien ça tend en fait à stimuler une interaction souvent beaucoup plus active en contexte urbain. Comment la musique peut être un catalyseur de contact, d'échange, qui sont tantôt, somme toute, limités, des échanges, par exemple, dans une foule, dans un festival, des échanges de regards, de sourires complices avec un voisin, une voisine de foule qui connaît les mêmes paroles de chansons que nous ou qui connaît les mêmes mouvements de danse que nous. Mais en fait, souvent, ces
interactions ténues-là se transforment en conversations qui peuvent porter sur cette musique, mais qui peuvent aller au-delà aussi très vite de cette même musique. Montréal, c'est un endroit particulièrement intéressant pour observer ces interactions spontanées en été, tout particulièrement avec tous ces festivals extérieurs et gratuits, dans un contexte où les gens aussi sont très fervents de ces festivals parce qu'ils ont été enfermés pendant tout l'hiver au froid. Mais sinon, un exemple, un témoignage peut-être de ces interactions urbaines qui sortent du cadre de, par exemple, ces événements, ces festivals. Un témoignage qui m'a beaucoup marqué dans mon projet de recherche, c'est cet entretien avec un homme d'origine marocaine qui est chauffeur de taxi à Montréal et qui me racontait en fait à quel point il pouvait utiliser, mobiliser la musique pour initier des conversations en fait avec les passagers et passagères. En fait, il avait développé toutes sortes de trucs pour faire en sorte que la musique puisse initier ces discussions. Donc, il mettait souvent, par exemple, une musique arabe dans sa voiture, puis quand les gens montaient à bord, à un moment donné, il baissait la musique pour voir si on lui demandait « Non, non, remets la musique ». Et là, ça enclenchait des conversations à la fois sur d'où lui venait, d'où ces gens-là venaient, s'ils avaient visité, par exemple, le Maroc, ils pouvaient échanger sur ces questions-là, des conversations finalement qui partaient de la musique, mais qui allaient souvent bien au-delà. Puis il me disait à quel point ces discussions initiées par la musique, c'était un peu un baume sur la fatigue qu'il pouvait des fois accumuler au fil de ses journées de travail. Et il disait, bon, Montréal, c'est une ville très multiculturelle, puis moi, c'est ma façon de participer un peu à cet environnement que d'échanger avec les gens sur ma musique et sur d'où je viens. C'était des discussions finalement qui étaient assez éphémères dans la mesure où cet homme-là ne gardait pas contact avec ses passagers par la suite, mais l'acuité avec laquelle il rendait compte de ces discussions, parfois des années plus tard, ça montrait à quel point ça avait été des moments qui avaient été quand même marquants pour lui. Et ces sociabilités, en fait, urbaines, j'aime les voir comme des interactions socialisatrices en quelque sorte parce qu'elles permettent de découvrir un peu l'autre, de découvrir d'autres points de vue, des gens qu'on côtoie dans la ville, parfois sans jamais leur parler, découvrir d'autres manières d'être, d'agir qui peuvent tantôt renforcer, tantôt confronter ou même modifier petit à petit notre vision du monde qui nous entoure et notre manière de participer aussi à ce monde-là. Sinon, peut-être sur la question des appartenances et identitaires par rapport à la musique, pour moi, un aspect qui cristallise beaucoup cette question des dynamiques d'appartenance identitaire, c'est la playlist de musique, la liste d'écoute des gens. Celles et ceux qui voulaient bien me la partager dans mon projet. Donc, je leur demandais de me montrer un peu leur liste, souvent dans leur téléphone ou autre. Et je me souviens notamment de ce répondant d'origine algérienne qui avait à la fois dans son téléphone du Chabi algérois qu'il écoutait avec ses grands-parents quand il était petit. Il y avait la variété française qu'aimaient ses parents. Il y avait du rap et du reggaeton qu'il avait écouté à la Polyvalente quand il était arrivé à Montréal à l'adolescence. Il y avait du jazz que des amis lui avaient fait découvrir plus tard à l'âge adulte. Puis en me montrant cette playlist-là et en m'en parlant, il me disait tu vois, ça se sédimente, c'est des strates qui restent et que je n'efface pas. Et je trouve que cette idée des sédiments ou des strates, ça renvoie bien à l'idée d'échelle d'appartenance multiple qui renvoie, dans le cas d'une vie en migration, à différents pays, à différents cercles sociaux, différents espaces fréquentés. Mais en fait, la question des multiples échelles d'appartenance puis des appartenances plurielles, elle ne commence pas avec la migration pour les gens. Je veux dire, ces personnes avec qui je discutais, déjà dès le pays d'origine, à travers différentes musiques, on pouvait voir des appartenances tantôt liées à la région d'où ils venaient, tantôt liées à la classe sociale dont ils étaient issus, tantôt de la génération à laquelle ils appartenaient, tantôt s'ils provenaient d'une famille plus d'ascendance arabe ou d'ascendance amazigh. Et là, à déjà cette complexité, toutes ces couches d'appartenance avec la migration, évidemment, venaient s'en rajouter de nouvelles influences accumulées au gré des rencontres, des pays habités. Il s'opérait comme une addition finalement de référents, mais plus encore une addition, je dirais, d'attachement. Je pense là encore à un homme d'origine marocaine, fin cinquantaine, qui avait donc habité à la fois en France, jeune adulte, était retourné au Maroc pour ensuite immigrer au Québec avec sa famille et qui, autant pour parler de la musique marocaine de son enfance que pour parler de Brel, Gainsbourg et Brassens qu'il avait découvert avec des amis jeunes adultes en France, dans les deux cas, il en parlait comme de ces
ses amours musicaux. Évidemment, ces musiques-là n'avaient pas la même signification, étaient liées à différentes périodes de sa vie, mais ça ne l'empêchait pas d'être attaché pour diverses raisons à chacune de ces musiques-là. Et en ce sens-là, je terminerai là-dessus, ça amène pour moi l'idée que les sentiments d'appartenance ne sont pas mutuellement exclusifs. C'était parfois les gens les plus promptes à se déclarer vraiment, moi je suis tunisienne, marocaine ou algérienne, qui du même coup témoignaient d'un sentiment d'appartenance très fort à Montréal et au Québec où ils étaient installés depuis plusieurs années parfois. Et en fait, donc, des fois, cette vision qui peut être un peu dichotomique entre ce qui serait une culture d'origine et une culture d'accueil, pour moi, ça ne rend vraiment pas justice à l'expérience migratoire de beaucoup de gens pour qui, au contraire, c'est plein d'espace-temps de leur vie qui font partie donc de ce parcours de vie et qui interagissent continuellement au quotidien, ce qu'on voit notamment bien donc, dans la playlist de musique là, pour l'illustrer de façon concrète. Donc, voilà. À nouveau, je suis tout à fait d'accord, notamment sur ce réductionnisme à nouveau binaire entre culture d'origine et culture du pays d'accueil. Quand vous habitez en Belgique, la culture belge, personne ne sait très bien ce que c'est. Hein, donc, ça n'existe pas à proprement parler. Et donc, et les cultures des pays d'origine, bon, quand je travaille à Naples, la culture italienne à Naples, ça n'a pas de sens. La culture napolitaine, ça a du sens. Et les gens savent que la culture napolitaine s'est construite par strates successives. Tous les gens qui sont passés par Naples, qui ont envahi Naples, ont laissé quelque chose. Et la culture de Naples aujourd'hui, c'est ça. C'est cette accumulation d'aspects culturels différents. Et aujourd'hui, les migrants qui arrivent à Naples contribuent aussi à la redéfinition de la culture napolitaine. Donc, tout à fait pertinent. Je voudrais dire deux mots d'une recherche qu'on a terminée il n'y a pas longtemps sur la participation culturelle dans 5 quartiers de Bruxelles. Alors, je pense que parfois, la ville est une échelle déjà un peu trop large. Et donc, parfois, il faut descendre au niveau du quartier. Donc, nous, on a travaillé, c'était une recherche qui était commanditée sur 5 quartiers difficiles, réputés difficiles de Bruxelles. Et en fait, on s'est rendu compte que pour pas mal de gens, donc ces quartiers sont aussi des quartiers où vivent dans chacun de ces 5 quartiers une majorité de migrants ou de personnes dont les parents ou les grands-parents étaient des migrants. Et donc, on s'est rendu compte que lorsque les gens participent à des activités culturelles en tant que consommateurs ou en tant qu'acteurs plus directs, on va dire, certes, les considérations esthétiques sont très importantes, mais ce qui est encore plus important, c'est de créer ou de consolider un lien. Et donc ça nous a frappé parce que ça ressortait pratiquement dans tous les entretiens, l'importance du lien. Et donc la culture, la musique, mais aussi parfois le théâtre, notamment le théâtre populaire qui est encore très vif, enfin qui était très vif avant la fermeture de tout, donne des occasions aux gens de se rencontrer, de se parler et plus simplement de se côtoyer. Donc réellement d'entrer dans une interaction qui peut parfois être très agréable, parfois elle est moins agréable, peu importe. Mais ça, pour nous, c'est quelque chose de vraiment frappant. Alors, en termes de répercussions sur les identités, à Bruxelles, et ça je parle plutôt ici des jeunes, l'identité bruxelloise en tant que telle, c'est quelque chose qu'on essaye de construire un peu d'en haut, politiquement. Mais en fait, au niveau du terrain, les gens s'identifient très très fort à leur quartier. En fait. Et souvent, les jeunes se définissent par le code postal. Donc, moi, je suis 10-30, toi, tu es 10-70, 10-60. C'est comme ça qu'ils se définissent. Et il y a une espèce de relation d'amour et de haine avec le quartier, en fait. De haine, pourquoi? Parce que les quartiers dont on parle, c'est vrai que ce sont des quartiers où il y a beaucoup de difficultés socio-économiques, où il y a, notamment maintenant pendant le confinement, on voit qu'il y a eu un comportement des polices qui a été assez perturbant dans ces quartiers. Il y a quand même 2 personnes qui sont mortes suite à des interventions policières dans les quartiers pendant le confinement. Ce sont des quartiers souvent qui manquent d'espace vert. Enfin, toutes les plaies urbaines, on peut les retrouver dans ces quartiers. Mais en même temps, c'est leur quartier. C'est leur quartier et ils aiment ce quartier.
Et donc, un des rappeurs avec qui je suis devenu très proche maintenant, il écrit notamment, oui, dans une chanson qui s'intitule « C'est mon quartier », il répète « C'est mon quartier » 50 fois dans le rap. Et puis, c'est mon quartier, tout le monde parle de le quitter, mais finalement, personne ne bouge parce qu'on aime notre quartier. Et donc, et le quartier, c'est quoi? Il parle du quartier, ce sont des gens qui viennent de Belgique, d'Italie, de Grèce, du Congo, du Kosovo, et tous ces gens, ça forme mon quartier. Et en fait, ça peut sembler être banal, des mots, mais lorsque vous allez visiter le quartier, vous voyez en fait que c'est ça ce qui se passe dans le quartier. Ce sont tous ces gens qui vivent ensemble, qui partagent ensemble, et ils le font souvent à quelles occasions? Lorsqu'il y a des célébrations dans le quartier, lorsqu'il y a des fêtes, et vous voyez des grands-mamans kurdes qui viennent assister à un spectacle de rap où probablement elles ne comprennent pas ce qui se dit, mais elles sont là et elles participent. Donc pour moi, je vois beaucoup moins ce genre d'interaction se nouer dans des secteurs qui ne sont pas culturels. Quand il y a un politicien qui vient parler, ça ne provoque pas le même effet. Mais lorsqu'il y a une célébration où participent en plus des gens du quartier, je pense que ça crée des formes de socialisation très particulières qui parfois sont éphémères, mais parfois sont durables. Donc ça, c'est une question empirique. Et un autre élément que je voulais noter, c'est que dans les recherches que je fais, j'ai noté qu'une partie de la jeunesse vraiment est au-delà des classifications habituelles, qui sont traditionnelles, qui sont utilisées dans nos sociétés, et développe un mode de vie qui leur est propre et qui est, je dirais, qui transcende les frontières ethniques, les frontières de genre, les frontières d'orientation sexuelle, les frontières de classe sociale et aussi les frontières géographiques. Et donc, ce faisant, ils se réapproprient non seulement le quartier, mais ils se réapproprient la ville-région qui est Bruxelles notamment, ou qui est Liège. Et ils le font comment? À travers une pratique artistique, pas à travers autre chose. Donc les liens sont très forts, variables d'un contexte à un autre, mais c'est une raison une supplémentaire pour laquelle il faut continuer à étudier ça. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, le message ici, c'est les villes, oui, mais parfois les villes sont encore trop grandes. Redescendons au quartier pour remonter après à la ville, puis pour remonter plus haut aux pays dits d'origine, mais aussi à d'autres pays tiers et d'autres continents avec lesquels les interactions, notamment virtuelles, peuvent être très soutenues. Merci. J'aurais notamment plein d'autres questions en lien justement avec ces questions d'échelle, de quartier, de pays d'origine, puis surtout puisque M. Martiniello et Mme Marcoux-Gendron, vous comparez des situations différentes, nord-américaines, européennes. Malheureusement, par contre, c'est le temps, malheureusement pour moi, mais heureusement pour vous, c'est le temps d'ouvrir la période de questions. Donc, je me lancerai si jamais il n'y a pas encore de questions, mais sinon, vous pouvez soit écrire votre question dans le clavardage avec le bouton converser en bas de l'écran, ou vous pouvez lever la petite main bleue en cliquant sur le bouton à gauche participant, puis pour poser une question oralement. Donc, je vais laisser un certain temps si vous avez des questions, puis sinon je me lancerai dans la suite. Donc, je vais y aller avec ma question des échelles, justement, puis on poursuivra par après. Donc, en fait, c'est ça, vous affirmez, M. Martiniello, que l'on a longtemps eu tendance à considérer les situations européennes et nord-américaines comme trop distinctes pour être comparées, mais que l'on gagnerait à émettre des rapprochements. Puis, donc, quels sont les parallèles et distinctions que vous avez pu observer dans vos recherches respectives? Puis, Caroline Marcoux-Gendron, la métropole montréalaise est généralement considérée comme étant à mi-chemin entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Est-ce que vous faites ce même constat lorsqu'il est question de sociologiser les pratiques artistiques et culturelles de personnes immigrantes à Montréal? Ce serait peut-être M. Martiniello sur la comparaison. Sur la comparaison, oui. Oui. Ben, en fait, je pense que
c'est vrai que les sociétés sont différentes et parfois les images réciproques sont un peu biaisées, notamment lorsqu'on parle du Québec et de mi-chemin entre l'Europe et les États-Unis. Du point de vue européen, il ne fait pas de doute que le Québec, c'est l'Amérique du Nord. Hein. Donc, vous trouvez très, très peu de gens ici pour dire le Québec et Montréal, c'est une ville européenne transplantée en Amérique du Nord. Ça, c'est une vision qui peut exister parfois chez certains Québécois, mais pas de ce côté-ci. Cela dit, ça c'est un peu à boutade, mais un des éléments majeurs quand même qui différencie l'Amérique du Nord, Québec compris, et l'Europe, et en particulier la partie d'Europe de laquelle je vous parle, c'est qu'il y a eu une intégration différente de l'immigration dans le roman national. Donc, en Europe, encore aujourd'hui, on ne considère pas que les immigrés ont construit la société. On considère toujours que les immigrés, les migrants, c'est un peu une plaie qu'on doit supporter en quelque sorte, pour des raisons économiques ou pour respecter nos obligations internationales, mais on n'intègre pas l'immigration dans le roman national et dans le roman européen. Je pense que sur cette question-là, c'est différent aux États-Unis, mais aussi au Québec. Le discours public, enfin, quand je me souviens, une des dernières fois que j'étais allé à Montréal, le musée de la ville de Montréal, lorsque je l'ai visité, en le visitant, je me disais, mais en fait, c'est un musée de l'immigration, d'une certaine manière. Aux États-Unis, il y a tout ce discours qui est récent, hein, nous sommes d'accord, même si parfois beaucoup de gens pensent que c'est un vieux discours, nous sommes une nation d'immigrés, etc., qui a été largement remise en cause les 4 dernières années, mais quand même, ça, c'est une différence fondamentale. Ici, en Europe, personne ne dit « nous sommes une nation d'immigrés ». Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir peut-être une plus grande difficulté encore, notamment pour les artistes, à être reconnus comme de plein pied dans ce qu'est la culture. Aux États-Unis, on peut critiquer Frank Sinatra, mais Frank Sinatra, c'est Frank Sinatra. Il est intégré à la culture populaire américaine. En Europe, c'est beaucoup plus difficile. Et historiquement, celles et ceux qui ont été reconnus comme des artistes de qualité, c'est suite à un processus, je dirais, d'invisibilisation. Des gens dans la chanson française comme Yves Montand, Yves Montand, personne ou très peu de gens ont insisté sur le fait qu'il était un immigré italien. Même chose pour plein d'autres artistes. Donc, je pense que la base est différente. Et cette base est différente et explique en partie le sort qu'on va ou pas réserver à notamment des artistes migrants ou issus de l'immigration. Donc, il y a une tendance souvent en Europe à un peu marginaliser les artistes issus de l'immigration. C'est-à-dire qu'on s'attend, par exemple, à ce que l'écrivain qui a des origines immigrées écrive sur l'immigration, que le musicien d'origine immigrée fasse de la world music, même si c'est une expression qu'on n'utilise plus. Enfin, c'est juste pour expliquer simplement ce que je veux dire. Et donc, reconnaître une personne immigrée comme un monument de la culture locale, il me semble que ça se fait beaucoup moins de ce côté-ci de l'océan que de votre côté. Maintenant, c'est peut-être une impression. Hein. Dans l'ouvrage qu'on a coordonné avec Phil Kassinitz de CUNY, lui, il parle notamment de comment une grande partie de la culture populaire américaine n'aurait pas existé sans l'immigration, et c'est reconnu comme tel. Il n'y aurait pas de Broadway sans immigration. En France, personne ne va vous dire il n'y aurait pas de, je ne sais pas quel truc, sans l'apport venu de l'étranger. Au contraire, ce qu'on voit, c'est qu'il y a souvent soit vous devenez invisible, vous vous fondez dans le modèle culturel français, soit vous êtes exclu. Et on voit encore aujourd'hui, pour certains en France, reconnaître que Aya Nakamura contribue à la culture française, ça pose d'énormes problèmes. Donc c'est quelque chose qui est
qui est malsain. Je ne suis pas un fan d'Aya Nakamura, mais il me semble en l'occurrence que le traitement qui lui est réservé est symptomatique d'une difficulté, notamment en France, à remettre en cause des modèles institués de suprématie culturelle, en fait. Et donc, quand je vais notamment au Québec, il me semble que le débat est quand même plus solide sur ces questions-là et qu'il n'y a peut-être pas ce rejet systématique. C'est peut-être une vision idéalisée que j'ai en regardant à 6000 km. C'est certain que le projet de thèse que j'ai mené pose plus un regard peut-être sur la réception. Encore est-il que la frontière entre réception et production est très mince et pour être largement débattue, mais n'empêche, je me suis davantage intéressée peut-être à l'écoute musicale des gens qu'à une production active et de la position des artistes. Donc, ma réponse sera peut-être sous un angle un peu différent. Mais là où j'aimerais peut-être commenter par rapport à l'intérêt de l'étude de cas qui est Montréal sur ces questions de pratiques culturelles et d'immigration, parce qu'en fait, c'est une ville qui a une position quand même assez singulière, tant sur le plan de l'immigration que sur le plan culturel. Sur le plan de l'immigration, pour y aller brièvement, mais donc on a déjà beaucoup d'études qui, par exemple, documentent les dynamiques d'insertion résidentielle qui n'empruntent ni au schéma plutôt dit des banlieues en Europe, ni à celui dit des ghettos, par exemple, aux États-Unis. On est plus dans des dynamiques d'insertion résidentielle très dispersées dans la ville. Il y a des concentrations peut-être commerciales qui vont faire qu'on va parler de certains quartiers comme du Petit Maghreb ou du quartier chinois, là où des gens peuvent le jour se retrouver, socialiser, mais là où les gens vivent, ce n'est pas forcément sous ce modèle résidentiel, ce qui favorise beaucoup d'interactions culturelles et interethniques. On parle aussi de Montréal pour la super diversité de ses flux migratoires, que ce soit sur le plan de l'origine des gens, plus de, je crois, 120 pays représentés, une diversité de statuts d'immigration, de statuts socio-économiques, de religion, de langue aussi. Souvent, on mentionne le bilinguisme de Montréal, mais dans les faits, c'est la ville au Canada qui a le plus haut taux de trilinguisme. Donc, ça, c'est important aussi de le mentionner. Donc, ça, c'est pour l'immigration. Puis, de l'autre côté, on a, sur le plan culturel, une ville qui est historiquement au carrefour de courants d'influence tant franco-européens qu'anglo-américains et qui a, pour le coup, été un terreau fertile aussi pour permettre l'expression d'autres influences portées notamment par ces populations immigrantes. Il y a une vitalité culturelle et artistique à Montréal quand même assez incroyable quand on pense à la taille de la ville comme telle. Et donc, tout ça, en fait, c'est une sorte de terroir, j'oserais dire, propice d'une part au contact interculturel et interethnique, mais ce qui se reflète en fait dans les pratiques culturelles et artistiques des gens. Et pour appuyer ça, un des constats de ma thèse que j'aimerais d'ailleurs continuer de creuser dans le futur, mais c'était de constater dans la vie de ces personnes immigrantes l'importance non pas des relations intragroupes maghrébins, ni des relations intergroupes, groupe minoritaire, groupe majoritaire, mais l'importance en fait des relations interminoritaires. Beaucoup de gens me parlaient à quel point ils avaient des amis de plein d'origines à Montréal, souvent très peu par contre de gens qui étaient précisément nés à Montréal. Donc, ils partageaient cette expérience de l'immigration, mais qui pouvait provenir de toutes sortes de pays. Et sur le plan musical, comment ça se reflétait? Bien, beaucoup de gens me disaient que Montréal avait été pas forcément l'occasion de découvrir des musiques produites localement ou des musiques dites québécoises, mais de découvrir des musiques d'Amérique latine, de découvrir des musiques d'autre part en Afrique ou d'autre part dans ce qu'on appelle le monde arabe. Donc, il y avait en fait je pourrais dire, cette diversité culturelle dans la ville qui se reflétait aussi dans les interactions, les contacts quotidiens et par le fait même dans les musiques auxquelles ces gens avaient été initiés. Et ça amène le point, je pense, important que quand on fait une étude à l'échelle de l'individu, justement, on se rend compte à quel point sur nos pratiques culturelles, ce qui est fondamental, en fait, c'est les contacts et les interactions humaines au quotidien qu'on a, bien plus que la ville où on vit. Si on vit à Montréal, mais qu'on côtoie au quotidien des personnes d'origine camerounaise, péruvienne et sénégalaise, par exemple, on ne va pas forcément écouter de la musique dite québécoise. Donc voilà, pour moi, c'est cette dynamique interminoritaire que je trouvais fort intéressante, que j'ai commencé à aborder, mais je pense qu'il mériterait encore plein de développement pour traiter de Montréal et de cet aspect peut-être un peu singulier qu'elle a.
Il y avait une autre question encore. Merci pour cette question. Oui, alors je ne sais pas si en 5 minutes, on a le temps d'ouvrir une question qui pourrait susciter de nombreuses discussions, mais Dalila se demande pourquoi le terme seconde génération ou deuxième génération est problématique. Je peux aller plus vite, mais on pourra en discuter très, très, très longuement. En fait, l'expression seconde génération des immigrés définit en quelque sorte, transforme des personnes qui ne sont pas des immigrés en immigrés. Donc, moi, je suis né en Belgique de parents italiens, je ne suis pas un immigré. Et donc, je ne suis pas de la deuxième génération. L'expression deuxième génération des immigrés peut vouloir dire que les caractéristiques des migrants sont transférées de génération en génération. Et donc, quelque part, c'est un peu, peut-être, ça renvoie à un processus conscient ou inconscient d'extériorisation de personnes qui sont en fait, qui devraient plutôt être considérées comme des citoyennes et des citoyens. Donc, en gros, c'est ça, mais pour être tout à fait clair et honnête, lorsque j'écris en anglais, je l'utilise aussi pour être compris. Second generation, si je ne l'utilise pas, bon, aux États-Unis, on ne comprendra pas très bien ce que je veux dire. Donc, mais dans le contexte européen, c'est un enjeu qui est surtout mis en avant par ces personnes mêmes. Ils disent, mais jusqu'à combien de générations va-t-on être des immigrés? Voilà. Merci. Je ne sais pas si Caroline, vous voulez ajouter. J'ai pu toucher cette question dans la mesure où j'ai justement pris le pari de discuter, de rencontrer seulement des gens qui avaient justement vécu l'expérience migratoire parce qu'il y a déjà beaucoup d'articles qui documentent le fait que même sur le plan des pratiques proprement culturelles, il y a des distinctions très, très fortes entre des gens dits de première génération et dits de deuxième génération qui n'ont pas été socialisés aux arts et à la culture dans le même contexte. Et c'est là que tout prend forme, que tout se consolide en quelque sorte. Et pour le peu que ça a émergé dans le cadre de mon projet, peut-être je pense à ces gens qui, eux, avaient migré, mais qui avaient des enfants et qui me parlaient avec leurs enfants des musiques qu'eux écoutaient, des musiques que leurs enfants écoutaient, qui étaient souvent très, très différentes les unes des autres, qui avaient, eux, été socialisés souvent à la musique, par exemple, du Québec, par l'entremise de leurs enfants, qui, eux, étaient à l'école ici, et c'est eux qui le ramenaient à la maison. Donc, c'était aussi intéressant de voir que ce mouvement de socialisation, il peut autant venir des parents vers les enfants que des enfants vers les parents. Donc, voilà, je m'arrêterai là-dessus. Là. C'est quelques considérations qui ont émergé, sachant que justement, cette dite deuxième génération n'était pas volontairement mon focus parce que je savais que j'allais mélanger des expériences de vie qui auraient été complètement différentes si on tentait de parler à la fois des gens qui ont migré et de leurs enfants qui sont nés dans le pays d'immigration de leurs parents, en fait. Bien, je crois que je vais clore la période de questions ici. Puis, je voulais encore une fois prendre le temps de vous remercier, M. Martiniello et Caroline. Merci d'avoir teinté en fait vos échanges d'autant d'images, d'anecdotes de vos recherches. J'ai l'impression qu'on a eu accès à des scènes des plus intéressantes qui ont ponctué nos manières de s'imaginer en fait pourquoi les pratiques culturelles, c'est intéressant de les aborder dans un contexte d'études sur les expériences migratoires. Donc, pour ma part, j'ai adoré notre formule d'échange. J'aurais envie de poursuivre, d'aborder toutes sortes de questions. J'ai l'impression qu'on a réussi le pari. On a abordé autant des questions de fond que de forme. Puis, j'espère qu'il y aura d'autres opportunités d'échanger autour de ces questions. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci. Vraiment. Et bonne fin de journée. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au À revoir. bientôt. Merci, bonne journée à vous toutes et tous.